Platon et une brochure de texte sur Platon, plus un certain nombre de liens vers des conférences audiovisuelles, soit tenues sur France Culture il y a quelques années par des grands spécialistes de Platon, par exemple Monique Dixot, le philosophe roi, vous voyez ici, hein, ou Elmire, la théorie de la justice. Bon, voilà. Parfois, c'est plus agréable d'écouter une vidéo que d'écouter Éric Martin ou de lire Éric Martin. Donc voilà, ce sont des grands spécialistes, hein. Et vous avez toutes sortes de vidéos comme ça qui sont absolument remarquables. Et vous avez également, parmi ces vidéos, mais qui n'est pas sur France Culture, la vidéo vers la conférence de Charlotte Murger l'année dernière, qui a été enregistrée en podcast. Je l'avais également enregistré sur Zoom, mais quand on m'a viré tous les enregistrements Zoom de l'année dernière, je n'ai pas conservé l'enregistrement Zoom. Mais Dieu merci, l'enregistrement en podcast n'avait pas disparu. Et Madame de San- je connais son nom, je suis Madame de Santi, parce que ça fait longtemps qu'elle est dans la maison, m'a réussi à me conserver les enregistrements podcast de l'année dernière. Ce sont des enregistrements podcast des cours de l'année dernière. Bon, ça, de toute façon, vous avez les enregistrements de cette année. Mais il y a aussi cette conférence qui s'était tenue le 14 mars 2024 à Assas, dans l'amphi 5. Et donc, vous avez l'enregistrement de cette conférence. Donc, ça peut être bien de la voir. Le thème, c'était droit, justice et vérité chez Platon, hein. Vous aurez synthétisé en à peu près 1 heure d'exposé ce que je vous expose en cours à partir d'aujourd'hui ou de jeudi, tout dépend à quelle vitesse on va avancer. Vous avez synthétisé en 1 heure tout cela par une des meilleures spécialistes de Platon qui met de conférences à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Voilà. Maintenant, s'agissant de la brochure sur Platon, et d'ici, je n'ai pas changé par rapport à l'année dernière. Bon, pourquoi ne peut-on pas l'afficher? Bon, je la télécharge, comme ça ira mieux. Voilà. J'en ai peut-être besoin tout à l'heure, mais en plein écran quand même. Voilà, donc maintenant, je reviens au cours de philosophie du droit et de la justice en l'état où on l'avait laissé jeudi dernier. Cédant à vos implorations, je n'ai pas terminé Socrate, j'avais juste encore un mot à dire. Nous sommes dans un petit bêta, je vous le rappelle, je ne vous rappelle pas tout le plan, vous avez le plan écrit, un plan dynamique, je ne m'en lasse pas de cliquer sur mes boutons et de faire apparaître les pages du cours. Depuis que j'ai découvert ça, je suis tout content. Alors, ça marche, hein, vous avez essayé, hein, clic, clic. Et c'est quand même très pratique. Bon. Et donc, nous sommes dans un petit bêta ambiguïté socratique, ambiguïté, pardon, de la doctrine socratique d'obéissance aux lois, ambiguïté de la doctrine socratique d'obéissance aux lois, selon Platon, c'est-à-dire dans les textes de Platon, hein, on laisse de côté Xénophon. On en a vu deux, j'ai dit qu'il y en avait deux. Première ambiguïté, je crois que je me suis assez étendu la fois dernière dessus, il me semble que vous avez compris, l'impératif d'obéissance aux lois de Socrate est-il un impératif catégorique ou un impératif hypothétique pour utiliser un langage kantien? Alors, la deuxième ambiguïté de cette doctrine socratique d'obéissance aux lois, qui est plus facile que celle de la question de savoir qui est la nature de l'impératif du devoir d'obéissance aux lois chez Socrate, c'est la question de savoir si la prosopopée des lois du Criton correspond à une expérience personnelle de Socrate
ou s'il s'agit d'un devoir général qui s'adresse à tout citoyen. Je ne vais pas avoir la réponse à la question. Peut-être avez-vous déjà des idées de la manière dont il faut répondre à la question, à la lumière du texte qu'on a vu ensemble, si vous en avez quelques souvenirs, puisqu'on l'a quand même pris d'un bout à l'autre. Toujours est-il que les interprètes, les philosophes, sont en désaccord sur la portée qu'il convient d'attribuer à la prosopopée des lois dans le Criton. Il y a un premier courant qui est quand même représenté par pas mal d'auteurs importants. Par exemple, Maurice Croiset, qui est l'auteur de l'excellente traduction du dialogue Criton, pardon, aux belles lettres. Donc, vous savez, dans les volumes des belles lettres, il y a toujours une introduction avant, hein, une présentation du dialogue. Et Maurice Croiset insiste dans son introduction au dialogue sur le fait que cette fameuse prosopopée des lois ne reflète que l'expérience personnelle de Socrate. C'est aussi l'opinion, par exemple, de Michel Alexandre, Lecture de Platon, ouvrage qui s'appelle Lecture de Platon. Ce sont en fait euh, la transcription de ses cours de philosophie qu'il faisait à ses étudiants de classe préparatoire lorsqu'il était professeur à Henri IV. Quelqu'un qui est décédé depuis longtemps, mais qui était connu pour le caractère, pour la qualité de ses cours de philosophie. Et donc, il insiste sur, dans cet ouvrage, qui s'appelle Lecture de Platon, il insiste sur le fait que la prosopopée des lois n'est qu'une expérience personnelle de Socrate. Enfin, il y a un auteur qui est très important dans l'histoire de la pensée philosophique, quand même, qui est Hannah Arendt, hein, vous connaissez tous sans doute au moins de nom, hein, qui écrit quelque chose d'assez semblable et de très argumenté dans son article sur la désobéissance civile. L'article est traduit en français, mais vous le trouverez en libre accès, en open source, en anglais, format PDF, sur le net. Je rappelle que Hannah Arendt était allemande, mais que, étant juive, elle a dû s'enfuir de l'Allemagne nazie en 1933, qu'elle s'est réfugiée aux États-Unis et qu'elle n'est pas retournée en Allemagne. Et donc, les articles, ouvrages qu'elle a publiés, alors qu'elle était aux États-Unis, elle les a publiés en anglais. Mais on sent bien en la lisant quand même que c'est une Allemande qui écrit. Le style est assez. Il n'y avait pas DeepL à l'époque, donc c'était un peu difficile de traduire spontanément. On sent bien quand même que au départ, elle pense en allemand, hein. Cela étant, dans cet article, c'est une conférence en fait qu'elle avait faite qui s'intitulait Sur la désobéissance civile, elle a abordé évidemment le cas de Socrate à propos de la désobéissance civile. Et c'est à ce sujet qu'elle dit que, en fait, la prosopopée des lois du Criton, c'est l'expérience personnelle de Socrate. Mais elle souligne, et en cela, elle y insiste, elle développe peut-être davantage que les autres auteurs, mais c'est quand même ce qu'on trouve également chez Maurice Croiset et chez Michel Alexandre, c'est la thèse que, en fait, la prosopopée des lois du Criton ne doit pas être lue indépendamment de l'apologie de Socrate. Ce sont deux dialogues de Platon qui sont différents, hein. L'apologie de Socrate de Platon, d'une part, et, et le Criton de Platon de l'autre. Mais en fait, ces auteurs considèrent que la prosopopée des lois dans le Criton ne doit pas être lue indépendamment de l'apologie de Socrate. Or, l'apologie de Socrate, c'est le procès personnel de Socrate. Ce n'est pas le procès d'un autre citoyen. Et il est vrai que il y a dans la prosopopée des lois des passages qui font écho à ce que Socrate déclare dans l'Apologie
Notamment, Socrate déclare dans l'Apologie, il y a deux parties hein, dans le dialogue de Platon qui s'appelle l'Apologie de Socrate, il y a deux parties. La première partie qui est la plaidoirie de Socrate, euh, dans laquelle il fait valoir qu'il est innocent des chefs d'accusation qui sont dirigés contre lui. Et la deuxième partie de l'Apologie de Socrate, c'est le discours de Socrate une fois qu'il a été jugé coupable, relatif à la peine qu'il estime devoir mériter. Et comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, Socrate ayant été déclaré coupable à une faible majorité en réalité, je vous renvoie au dialogue, Socrate ayant été déclaré coupable à une faible majorité, déclare qu'il semble que la peine qui lui est la plus appropriée, c'est d'être nourri aux frais de la ville au Prytanée. Sous-entendu, j'ai rendu service à la cité au lieu de lui nuire, contrairement à ce que vous semblez penser. Et il ajoute, à ce moment-là, il dit, de toute façon, je ne vois pas quelle autre peine je pourrais envisager. Et il dit, et notamment, je ne pourrais pas envisager l'exil parce que je mènerais une existence misérable qui représenterait un reniement de ce que j'ai toujours été. Comment moi, qui suis toujours resté dans la cité, qui n'ai jamais eu peur d'affronter la cité, enfin d'affronter des représentants de la cité en certaines circonstances, comme lorsque j'ai refusé de voter la mise en accusation collective des généraux à la suite de la bataille des îles Argineuses, ou lorsque j'ai refusé d'exécuter l'ordre des 30 tyrans d'amener Léon de Salamine, moi qui suis toujours resté dans la cité, qui me suis toujours posé comme le défenseur de la justice et de la légalité, je ne vais pas me résoudre à une peine d'exil qui m'obligerait à aller m'enfuir dans je ne sais pas trop quelle cité grecque autre qu'Athènes pour y mener une existence misérable sous les colibets de ceux qui sauront que j'ai été condamné à Athènes. Donc il y a là un parallèle à faire avec la prosopopée des lois du Criton, où vous savez, les lois interpellent Socrate en lui disant, dans la deuxième partie de la prosopopée des lois, mais dis-moi, Socrate, est-ce que tu penses sérieusement que tu vas t'enfuir et que tu vas aller traîner une existence misérable dans d'autres cités en te affublé d'un grotesque déguisement et te cachant partout, ayant honte? Est-ce que vraiment ça correspond à l'idée que tu te fais de toi-même et l'idée que les gens qui t'ont suivi se font de toi, hein? Donc, euh, donc, dans ces conditions-là, euh, ce qu'illustrerait la prosopopée des lois du Criton pour Hannah Arendt, Michel Alexandre ou Maurice Croiset, parmi d'autres, ce serait en fait le refus de Socrate d'entrer en contradiction avec lui-même. C'est pour ça qu'il refuse de se soustraire à la condamnation à mort, parce qu'il refuse d'entrer en contradiction avec lui-même, d'entrer en contradiction avec ce qu'il a toujours représenté et été, quitte à être en désaccord avec tout le monde. Quitte à être en désaccord avec tout le monde. C'est pour ça que Hannah Arendt, son article s'intitule Sur la désobéissance civile. Elle traite de la question de savoir si Socrate aurait pu refuser sa condamnation à mort en s'enfuyant, etc. Bon, il refuse, mais c'est un problème qui lui est personnel. Ça illustre l'idée que la désobéissance civile, au départ, ce n'est pas que ça, hein, les désobéissances civiles. Je ne vais pas m'entraîner sur le terrain de la désobéissance civile. Je pourrais vous parler d'un auteur comme Rawls sur la désobéissance civile, par exemple. Mais au départ, il y a un rapprochement, pas une confusion, mais un rapprochement à faire entre la désobéissance civile et l'objection de conscience, hein. C'est-à-dire qu'on refuse de respecter une loi parce qu'en conscience, on estime qu'on ne doit pas s'y conformer, hein.
Mais après, la désobéissance civile, c'est quelque chose de plus fort que l'objection de conscience parce que la désobéissance civile, c'est un mouvement collectif, en fait. Donc, quand Hannah Arendt va distinguer la désobéissance civile et l'objection de conscience, elle va parler du cas de Socrate qui refuse de se soustraire de sa condamnation à mort, à sa condamnation à mort, en disant ça, c'est une expérience personnelle. Ça n'a rien de collectif. Ça ne concerne pas les citoyens d'Athènes. Et puis, en face de cela, vous avez d'autres interprètes, tout aussi éminents que ceux que j'ai cités tout à l'heure, au premier rang desquels Jacqueline de Romilly, qui estime, mais il y en a d'autres, hein, je vois notamment dans les auteurs que je cite en note dans le cours écrit, je cite ou je devrais citer euh, je ne cite pas, moi je ne la cite pas. Il y a dans une certaine mesure Jacqueline de Romilly, mais il y a plein d'autres interprètes. Il y a Jean Carbonnier dans Flexible droit, il y a un certain nombre d'auteurs anglo-saxons, il y a aussi, bon c'est déjà pas mal, donc tous ces auteurs en fait soutiennent que au-delà de l'expérience personnelle de Socrate, euh, le Criton ouvre des perspectives dans le domaine de la philosophie politique, en faisant reposer d'une façon générale l'autorité des lois sur l'obligation morale du citoyen, en faisant reposer d'une façon générale l'autorité des lois sur l'obligation du citoyen de respecter une convention tacite conclue avec l'État, de respecter une convention tacite conclue avec l'État. C'est plutôt le sens dans lequel incline également Jacqueline de Romilly, même si elle reste assez prudente. Donc à ce moment-là, ça veut dire que la prosopopée des lois, ce n'est pas du tout un discours personnel de Socrate comme on pourrait le penser, c'est un discours qui est de portée générale et qui intéresse le fondement dans lequel peut résider l'obéissance aux lois. Non pas la crainte d'un châtiment comme chez les sophistes, mais le sentiment d'un devoir moral, une obligation morale du citoyen de respecter les lois, qui résulterait d'une convention tacite passée avec l'État. Vous savez que les mots convention et accord reviennent 6 ou 7 fois dans la prosopopée des lois, je vous en ai parlé. Et il est vrai quand même que d'un point de vue textuel, si on reprend le texte, mais on ne va pas le reprendre, rassurez-vous, parce que vous allez disjoncter, mais si on reprend la prosopopée des lois, vous savez, le texte, je vous l'ai divisé en 5. Le texte dont fait partie, l'extrait du texte qui est dans la brochure, dont fait partie la prosopopée des lois, je voulais diviser en 5. Mais dans la prosopopée des lois proprement dite, il y a deux parties. Une partie où les lois s'adressent à Socrate comme à tout autre citoyen, et une seconde partie dans laquelle les lois disent, et ce que nous te disons, Socrate, ça s'adresse encore davantage à toi qu'à tout autre citoyen. Et là, ça part sur euh, euh, une interpellation de Socrate par les lois qui vise le cas particulier de Socrate. Donc, si on dit finalement ce n'est que l'expérience personnelle de Socrate, ça veut dire qu'on dit que ce qui est au cœur de la prosopopée des lois, c'est cette deuxième partie qui commence par l'interjection des lois. Et ce que nous te disons, Socrate, ça s'adresse plus particulièrement à toi parce que. Hein. Donc, dans ces conditions-là, la première partie de la prosopopée des lois, ce ne serait qu'un préambule de la seconde partie.
Et je dois dire qu'en lisant le texte, cela ne va pas de soi. En lisant le texte, cela ne va pas de soi. On l'a pris ensemble, on a bien vu que les lois disaient Socrate comme citoyen, Socrate comme si comme tout citoyen, nanani, nanana, tu as été élevé, tu as été éduqué, tu dois tout à la cité, etc. Donc on a un peu du mal à considérer que la deuxième partie de la prosopopée des lois qui s'adresse à Socrate personnellement en tant qu'il est Socrate et non pas en tant que citoyen, comme les autres citoyens de la cité, on a un peu du mal à considérer que la seconde partie ne soit, que ce soit le véritable enseignement du dialogue et que la première partie ne soit qu'un préambule. Ça ne va pas très bien en lisant le texte. C'est pour ça que je pense qu'on peut y voir tout à la fois l'expérience personnelle de Socrate, mais aussi un enseignement de philosophie politique générale qui vise le fondement de l'obligation pour le citoyen d'obéir aux lois de la cité. Maintenant, ce qui est clair, et ça va me servir de transition, vous allez goûter l'habileté de la transition, n'est-ce pas? Ce qui est clair, c'est que si c'est Platon qui a expliqué quel était le fondement de l'obéissance des lois dans son style exceptionnel dans le Criton, ce fondement socratique de l'obéissance aux lois n'a pas satisfait Platon en dernière analyse. Parce que s'il a voulu bien préciser la pensée du maître pour montrer que son maître s'était posé en défenseur de la loi, il n'en demeure pas moins que la philosophie de Platon ne repose pas sur une obligation d'obéir aux lois résultant d'un contrat tacite. Pourquoi? Parce que cette doctrine socratique d'obéissance aux lois a conduit à la mort de Socrate, qui est une condamnation injuste. Et donc, quel est le problème qui, selon Platon, se pose? Le problème, c'est de faire en sorte que les lois et leur application soient justes et non pas injustes. Alors vous me direz, mais vous nous avez dit qu'à la fin de la prosopopée des lois, il y a une allusion au fait que ce sont les hommes qui ont été injustes et pas les lois. Hein. Il y a cette allusion de Socrate à la fin de la prosopopée des lois. Mais en réalité, à aucun moment, Socrate ne s'interroge euh, sur une notion de justice autre que pour souligner que euh, les lois par elles-mêmes sont bénéfiques aux citoyens. Les lois par elles-mêmes sont bénéfiques aux citoyens. C'est ça qui en fait la justice. Les lois sont par elles-mêmes bénéfiques aux citoyens et c'est ça qui en fait la justice et c'est la raison pour laquelle le citoyen s'est tacitement engagé à les respecter. Ça, c'est l'interprétation de Vlastos. Ou alors l'interprétation de Jacqueline de Rouilly, ça consiste à dire que c'est parce que le citoyen s'est engagé tacitement qu'il doit respecter les lois de la cité. Mais dans tous les cas, quelle que soit l'interprétation qu'on donne de la prosopopée des lois, euh, il n'y a pas une interrogation sur ce que pourrait être une justice en soi que les lois devraient respecter. Il n'y a pas une notion transcendante, métaphysique de justice à laquelle les lois devraient être adossées pour mériter le qualificatif de loi et ne pas être des actes d'autorité dégénérés. Ça n'est pas dans la prosopopée des lois. Mais c'est toute la préoccupation de Platon. Puisque Socrate a été légalement condamné, mais injustement condamné, ça veut donc dire qu'il faut s'atteler à la question de savoir comment des lois peuvent-elles être justes. Et comment des lois peuvent-elles être justes? Elles sont justes à la condition qu'on ait défini préalablement la justice et que les lois respectent cette définition transcendante, métaphysique de la justice.
Donc il y a un glissement avec Platon, parce que si Platon est aussi un défenseur des lois, il les défend à travers la notion de justice qu'il a préalablement établie, et sous réserve que les lois respectent cette justice qu'il a précédemment définie. Platon n'est un défenseur des lois que pour autant que les lois soient adossées à une notion idéale transcendante de la justice. Voilà sur quoi son effort va porter. J'ai essayé de m'en tirer, mais je ne suis pas sûr d'avoir été. Ça allait ou pas? Ça va? Donc, chapitre 3, Platon. Toujours dans la première partie, chapitre 3, Platon. Normalement, il devrait y avoir 5 chapitres, mais vous sentez bien qu'on ne va pas aller jusqu'à la philosophie hellénistique et que je doute même qu'on arrive à aborder Aristote. J'essaierai, mais je ne vais pas lancer la cavalerie à toute allure au risque que vous ne compreniez pas. Donc, chapitre 3, Platon. Alors, nous adoptons un plan qui gagne, donc nous ne le changeons pas, c'est le plan qui gagne. Hein. Section 1, vie et œuvre de Platon. Section 2, philosophie du droit de Platon. Mais comme vous êtes particulièrement éveillé, même à 6h30 du soir, vous allez me dire, mais Monsieur Martin, quand vous avez parlé des sophistes ou de Socrate, vous avez parlé d'abord de leur pensée d'ensemble et ensuite vous avez appliqué leur pensée d'ensemble à la question de la philosophie du droit. Et pourquoi là, vous ne faites pas section 1, vie et œuvre de Platon, section 2, philosophie de Platon, avec paragraphe 1, philosophie d'ensemble de Platon, et paragraphe 2, philosophie du droit de Platon. Alors je vous répondrai qu'il y a d'abord une considération opportuniste, parce que si je vous explique la philosophie de Platon, il faut qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine, jusqu'en juin 2026, et je n'aurai pas terminé. Hein. Ça, c'est comme Kant. Donc je dois faire des choix. Mais il y a une seconde raison qui est moins opportuniste et plus élégante, c'est que il faut bien comprendre que la philosophie politique, et donc la philosophie du droit, je reviendrai sur cette question, hein, parce que la philosophie du droit et la philosophie politique, elles sont entrelacées. Hein. Donc pour le moment, tenez pour acquis qu'elles sont entrelacées, mais je reviendrai là-dessus lorsque je parlerai de Platon plus précisément. En fait, la philosophie du droit et la philosophie politique de Platon, c'est la clé de voûte de son système en réalité. C'est la clé de voûte de son système, c'est-à-dire que s'il ne parvient pas à dégager une notion crédible de la justice, une notion convaincante de la justice, et s'il ne parvient pas à établir qu'il y a une justice transcendante, idéale, qui se situe au-delà de ce qu'on appelle le droit positif, nous les modernes, s'il n'arrive pas à démontrer qu'il y a une justice transcendante, idéale, qui se situe au-delà du droit positif, et que cette justice transcendante, idéale, il nous appartient d'une manière ou d'une autre de la rendre effective dans la cité, s'il ne fait pas cette démonstration, c'est son système entier philosophique qui s'effondre. C'est son système philosophique entier qui s'effondre. Parce que s'il n'y a pas de justice idéale, il n'y a donc pas de formes intelligibles d'une façon générale. S'il n'y a pas de formes intelligibles, il n'y a pas de philosophie platonicienne. Parce que s'il n'y a pas de forme intelligible de la justice, pourquoi y aurait-il d'autres formes intelligibles? Pourquoi y aurait-il une forme intelligible du beau, une forme intelligible d'autre chose? S'il n'y a pas de forme intelligible de la justice, pourquoi y aurait-il une forme intelligible du cheval ou de la tasse ou de la table si dans un domaine qui est particulièrement au cœur de la préoccupation des Grecs, à savoir la cité, il n'y a pas de justice idéale.
Donc c'est toute sa philosophie qui est en jeu, notamment dans la République, le dialogue le plus fameux de Platon, c'est toute sa philosophie qui est en jeu parce qu'il doit établir qu'il y a une forme intelligible de justice, une justice idéale, et qu'il y a certaines conditions, certes difficiles, mais qu'il y a des conditions pour que cette justice devienne effective dans la cité. Si ce ne marche pas, c'en est fini de la théorie des idées de Platon. C'est ce que Ernst Cassirer, notamment, souligne dans un ouvrage très connu dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle La philosophie des Lumières. Je vous recommande cet ouvrage un jour où vous aurez des loisirs. La philosophie des Lumières, il y a une traduction française de Quillet chez, je crois que c'est chez Flammarion, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est un ouvrage remarquable. Et quand il y a un chapitre qui est consacré à la philosophie du droit des penseurs des Lumières, hein, donc du XVIIIe siècle. Et à cette occasion-là, il souligne que naturellement, ce qui caractérise les philosophes des Lumières, c'est qu'ils reviennent toujours au problème de, ils reviennent inlassablement aux problèmes qui se posent toujours. Et c'est le cas à propos de la justice. Il renoue avec la problématique platonicienne. Et c'est à cette occasion-là qu'il a une incidente dans ses développements. Il dit, et il faut bien comprendre que la justice, pour Platon, c'est fondamental, parce que s'il n'y a pas de justice, c'est tout son système qui s'effondre. Donc, il fait une incidente dans un ouvrage qui n'a rien à voir avec la philosophie de Platon en soi, mais qui montre simplement le lien continu qui unit la philosophie des Lumières à la pensée antique. Et je vous ai sans doute déjà cité cette fameuse phrase de Auguste Diès, un grand traducteur de Platon et un grand spécialiste de Platon de l'entre-deux-guerres. Platon n'est venu à la philosophie que par et pour la politique. Platon n'est venu à la philosophie que par et pour la politique. Et il y a d'autres expressions très célèbres d'autres éminents philosophes qui montrent ce lien très étroit qui existe entre la politique, le droit et la philosophie, que l'un finalement correspond à l'autre. Vous avez une formule d'Alexandre Coiré qui est un petit peu similaire. Il dit quelque chose comme la justice découle de la philosophie et la philosophie découle de la justice, je ne me souviens plus. J'ai la citation quelque part dans le cours écrit euh, ou dans la bibliographie détaillée où je présente Platon. Et vous avez également une citation de Breillet dans son Histoire de la philosophie, qui est à peu près pareil, qui dit que vouloir dissocier la philosophie de Platon et la politique de Platon, c'est complètement artificiel. Donc, puisque la philosophie de Platon et la politique de Platon se confondent, pour ainsi dire, je n'ai pas de raison de faire une section 2 sur la philosophie de Platon en général, en la divisant en philosophie en général et philosophie politique de Platon. La philosophie politique de Platon, ou la philosophie du droit de Platon, c'est la philosophie de Platon. Donc, section 1, vie et œuvre de Platon. Section 2, philosophie du droit de Platon. La section 1, on va passer rapidement, même si ce n'est pas inintéressant, mais après tout, c'est de la culture générale, c'est pas, culture générale, ça peut être parfois utile. Euh, pour continuer sur un plan qui gagne, on parlera tout d'abord de la vie de Platon et ensuite de l'œuvre de Platon. Ça va, là, vous suivez le plan, c'est pas trop compliqué, non? Donc, paragraphe 1, vie de Platon. Paragraphe 2, œuvre de Platon. Paragraphe 1, vie de Platon. On parlera tout d'abord de la naissance et la jeunesse de Platon, et ensuite de ses voyages en Sicile, de son retour à Athènes, de la fondation de l'Académie et de sa mort, de ses voyages en Sicile, de son retour à Athènes, de la fondation de l'Académie et de sa mort. Vous me direz, vous n'auriez pas pu faire un intitulé un peu plus court, mais désolé, j'ai eu la flemme. De toute façon, moi, les plans. Grand A, j'ai ajouté une petite subdivision hein, dans l'introduction encore, hein, au cours.
après la question, la distinction kantienne, la question qu'est-ce que le droit, qu'est-ce qui est de droit, j'ai ajouté une subdivision pour, dans le passage où je mets de cette question ensuite pour déterminer quels sont les trois objets de la philosophie du droit, vous savez, ontologie juridique, source du droit et axiologie juridique. Donc j'ai introduit un petit paragraphe supplémentaire pour faire mieux les divisions. Donc, grand A, naissance et jeunesse de Platon. Donc Platon naît à Athènes en 427 dans une famille noble. Alors, petite précision qui n'est pas anodine, il est apparenté par sa mère à Critias. Critias, vous savez, c'est un des 30 tyrans qui a été tué d'ailleurs lorsque la dynastie des 30 tyrans a été renversée et qui s'est signalé par ses nombreuses exactions. Donc, en fait, Critias était un oncle par alliance, en tout cas, de Platon. Critias était le cousin germain de la mère de Platon. Voilà. Ce qu'on sait aussi de la jeunesse de Platon, mais c'est hypothétique, c'est que Platon a peut-être suivi les enseignements de Cratyle. Cratyle, C-R-A-T-Y-L-E, c'est un philosophe héraclitéen, mais encore plus héraclitéen que Héraclite. C'est celui qui refusait de parler, qui refusait de donner une opinion et qui faisait un pouce comme ça, vers le haut, vers le bas. Hein, parce qu'il pensait qu'on ne pouvait pas discourir. Parce qu'il pensait que tout était soumis à un flux perpétuel, à un mouvement perpétuel, et qu'il n'y avait rien de stable. Alors qu'Héraclite pensait qu'il y avait quelque chose de stable quand même, qui était la raison qui explique le changement. Mais pour Cratyle, même ça n'existait pas. Vous vous souvenez, Cratyle disait ce n'est pas qu'on ne peut entrer deux fois dans le même fleuve, comme le disait Héraclite, c'est on ne peut même pas entrer une seule fois dans le même fleuve. Vous savez, la métaphore du fleuve chez Héraclite, elle évoque le fait que tout coule, tout s'écoule, tout bouge, mais il y a quand même le lit de la rivière qui reste. Mais Cratyle, quand il disait on ne peut même pas entrer une seule fois dans le même fleuve, il sous-entendait que le lit de la rivière lui-même ne restait pas. Et donc, ce n'est pas anodin de dire que Platon a peut-être suivi les leçons de Cratyle, personnage auquel il a consacré un dialogue d'ailleurs qui s'appelle le Cratyle, Platon-Cratyle, euh, parce que Platon a été confronté, comme je vous l'ai dit en parlant d'Héraclite d'Éphèse, je pense, mais je vous le répète, c'est intéressant, il a été confronté au problème du mobilisme universel. Et pour Platon, comme du reste ce sera le cas pour Aristote ultérieurement, il n'y a pas de connaissance possible sinon d'un objet qui est stable. Il faut qu'un objet soit stable pour qu'il y en ait une connaissance. Parce que si l'objet change sans arrêt, comment voulez-vous qu'il y en ait une connaissance? Parce que la connaissance change avec l'objet et avec nous-mêmes du reste, parce que nous aussi, nous ne sommes pas stables. Donc Platon considère, et Aristote fera de même, que la connaissance suppose un objet stable. Or, il est sensible à l'argument d'Héraclite d'Éphèse selon lequel tout coule, que les choses sont en mouvement perpétuel. La nuit succède au jour, l'été succède à l'hiver, la route monte et la route descend, bon, etc. Hein. Donc, comment a-t-il fait? Il a dit, le monde sensible est en perpétuelle mutation, mais la réalité, ce n'est pas le monde sensible, c'est le monde intelligible. Ce sont les formes intelligibles qui, elles, demeurent stables et universelles. Voilà comment il a résolu l'aporie héraclitéenne. Aporie en grec, ça veut dire qu'il ne coule pas, justement. Ça veut dire une impasse, en fait. Il a résolu l'aporie héraclitéenne en soutenant qu'il y avait quelque chose de stable, mais ce n'était pas dans le monde sensible, c'était les formes intelligibles auxquelles la matière sensible, les choses sensibles participent. Reste à savoir ce que euh,
Platon entend par participation, mais alors là, il y a des volumes qui ont été écrits là-dessus, et ça n'est pas très clair. On y fera allusion plus tard. Donc, il n'est pas anodin de souligner que Platon a suivi peut-être l'enseignement de Cratyle. En tout cas, il était au courant des thèses héraclitéennes qu'il décortique aussi bien dans son dialogue Cratyle que dans le dialogue que je vous ai déjà cité à plusieurs reprises, Théétète. Et donc, il s'attelle à voir comment surmonter les objections tirées du mobilisme universel. Le dialogue Théétète, le sous-titre, c'est de la science. Et il s'agit de savoir justement comment il peut y avoir science, ce qui suppose un objet stable, si tout est en mouvement, comme le soutient Héraclite d'Éphèse. Et si, par ailleurs, l'homme est la mesure de toute chose, comme le soutient Protagoras. Il met un peu Héraclite d'Éphèse et Protagoras un peu dans le même sac. Hein. Alors, né en 427, en 407, nous sommes un petit peu avant que la guerre du Péloponnèse ne s'achève, et il fait la connaissance de Socrate alors qu'il a 20 ans. Et donc, c'est l'événement capital pour lui. Donc, il suit l'enseignement de Socrate pendant 8 ans. De 407 à 399. 399, c'est la date de la mort de Socrate. Alors, Platon n'assiste pas au dernier moment du philosophe. Il y a un dialogue de Platon qui est célèbre qui s'appelle Phédon, qui relate les derniers instants de la vie de Socrate alors qu'on lui apporte la ciguë et qu'il la boit. Mais Platon n'est pas dans les disciples qui entourent Socrate. Et par ailleurs, une fois Socrate décédé, Platon s'enfuit dans une autre cité grecque, Mégare, parce qu'il pouvait craindre que Athènes n'inquiète les élèves de celui qu'elle avait fait mourir. Donc, il se réfugie à Mégare. Il rencontre là un philosophe qui s'appelle Euclide le Mégarique, mais peu importe. Et ensuite, il entreprend des longs voyages sur lesquels nous ne disposons que de peu d'informations. D'après une tradition, pardon, il se serait notamment rendu en Italie méridionale. Vous savez que les Grecs avaient des colonies. Hein. En Italie méridionale et en Sicile, les Grecs avaient des colonies. Et des philosophes, on les appelait les Italiens. Les Italiques, pardon, les Italiques. Les Italiques. Hein. Parmi lesquels Parménide notamment et Zénon d'Élée, dont je vous ai déjà parlé sans doute par allusion. Et Pythagore, qui a passé une grande partie de sa vie en Sicile. Et donc Platon, au cours de ses voyages, rencontre des pythagoriciens et aurait acheté les écrits secrets de Pythagore. Parce qu'il y a une influence pythagoricienne chez Platon, notamment l'importance que Platon attache aux mathématiques, à l'arithmétique, à la géométrie. Tout ça, ça vient de Pythagore. Donc, c'est à cette époque probablement que date la rédaction des premiers dialogues, comme Criton, l'Apologie de Socrate, Protagoras, Criton, Apologie de Socrate, Protagoras, Gorgias et Ménon. La liste est dans le cours écrit. On conjecture que c'est à cette époque-là qu'il a écrit ces dialogues qui peuvent être considérés donc comme des dialogues de jeunesse de Platon. Alors, en 388, Platon a presque 40 ans,
commence la grande aventure sicilienne. Je parle d'une grande aventure parce qu'à l'époque, pour se rendre d'Athènes, parce qu'entre-temps, ils s'étaient retrouvés à Athènes, pour se rendre d'Athènes en Sicile, on ne prenait pas un billet sur Ryanair, hein, avec un bagage de 10 kilos. C'était plus compliqué que ça. Donc, il fallait embarquer sur des navires. Les Grecs étaient d'excellents navigateurs, certes, mais ça pouvait être quand même dangereux. Et donc, en 388 commence la grande aventure sicilienne. Oui, oui. Comment? Oui, mais là, je n'ai pas terminé mon cours, monsieur. Voilà. Alors, vous sortez et puis vous rentrez après. Voilà. Bon. Donc, euh, où en étais-je? Oui, donc, on commence la grande aventure sicilienne. De toute façon, rassurez-vous, on ne va pas dépasser le temps, d'autant plus qu'il y a des gens qui ont des TD et qui sont déjà commencés à sortir. Donc, grand B, voyage en Sicile, retour à Athènes, fondation de l'Académie et mort. Grand B, voyage en Sicile, retour à Athènes, fondation de l'Académie, mort. Donc 388, la grande aventure sicilienne. En fait, il se rend en Sicile à la cour d'un tyran de Sicile qui s'appelle Denis Ier. Denis avec un Y. Denis Ier l'Ancien. Parce qu'il y a aussi Denis II le Jeune, on verra après. Donc Denis Ier l'Ancien, il vient à la cour parce qu'il espère pouvoir convertir ce tyran à ses idées politico-philosophiques. Donc il a déjà en tête, vous voyez, il n'a pas encore écrit la République, probablement, ou pas toute la République, mais il a déjà en tête l'idée qu'il va falloir faire une cité idéale, mais il se propose d'essayer de provoquer la création de cette cité idéale en Sicile. Parce qu'à Athènes, il pense que c'est mort. La démocratie, tout ça, ça ne va jamais le faire, quoi. Mais il se brouille en fait avec le tyran assez rapidement et il retourne à Athènes avec des péripéties assez fâcheuses sur le chemin du retour. Il est capturé par des pirates, vendu comme esclave, enfin bon, bref. Mais finalement, il rentre à Athènes. Et c'est en rentrant à Athènes qu'il fonde la fameuse Académie. Donc la première école philosophique de l'Antiquité, euh, organisée d'une façon méthodique, avec des salles de cours, des amphithéâtres, une bibliothèque, donc comme une université moderne, en fait. Petite université moderne. Et c'est à cette époque probablement qu'il rédige, et je m'arrêterai là, rassurez-vous, le Phédon, qui est le dialogue qui relate la mort de Socrate et qui traite de l'immortalité de l'âme, le banquet, que vous connaissez tous, dont le thème est l'amour, le Phèdre, autre dialogue très connu, le Cratyle, dont je vous ai déjà parlé, et le début de la République, parce que la République fait 10 livres. Je l'ai dit que le livre 1 a été peut-être écrit avant les autres, voire aurait constitué un dialogue distinct au départ. Il est 50, non? Ouais. Donc, tant pis, j'aurais préféré arrêter, mais on ne va pas dépasser, d'accord? Donc, on s'arrête là et on termine sur la biographie de Platon en 3 minutes, jeudi prochain. Ça va, c'est bon? OK.